Défendu par des falaises, on l'appelle la forteresse. On croit connaître le Vercors, erreur. Il cache dans les replis de ses remparts un monde qui se donne en spectacle. Au XVIIIe siècle, le Vercors ressemble à une île dont les habitants sont prisonniers de la verticale. Avec la révolution industrielle commençait au XIXe siècle une ère de grands défis technologiques. Dans le Vercors, elle s'est traduite par la construction de routes audacieuses, accrochées au-dessus du vide, modelées au décor. Goulet, Bourne, Comble-Laval, Écouges, Malval, Presles, autant de noms qui résonnent dans les falaises. Aujourd'hui, plus de 600 km de routes irriguent le massif et permettent aux 20 000 habitants de la région de circuler, mais aussi d'accueillir quelques 500 000 véhicules qui la visitent. Plusieurs corporations animent ces artères et gravitent autour. Qui sont ces hommes du volant? Relief tourmenté, c'est l'hiver que les routes prennent leur vrai visage montagnard. Tourisme hivernal et travail oblige, il est impératif de garder les routes ouvertes. Dès les premières neiges, les agents de l'équipement sont sur le pont. Et la route des gorges de la Bourne n'est pas la plus facile à déneiger. C'est pratiquement là où il y a le plus d'ambiance. Parce qu'ailleurs, ils ont la circulation, nous on n'a pas la circulation. Mais on a les glaçons, on a des avalanches. La route elle est difficile à déneiger, il y a des rochers tout le long. C'est des pièges quoi. C'est des endroits où il y a des rochers qui avancent. Alors bon, pas y taper dedans avec les lames. C'est pour ça qu'on nous laisse tout le temps le même équipage sur les mêmes routes pour apprendre à connaître la route, les pièges et tout. C'est quand même un boulot d'équipe. Si on s'entend pas, si on se fait la gueule le matin ou quoi, il suffit qu'on ne soit pas coordonné, on fait des virgules, on se met en travers, on prend des obstacles. Là, il faut quand même qu'on soit bien coordonnés tous les deux. On s'entende bien. D'accord, mais là j'ai vu l'état de la santé comme ça, Ce matin, on n'a fait que du salage, alors on est parti à 5 h. Dimanche, on est rentré, c'était 8 h ça. Jour du jour de l'an, ça a bien marché. Ces 2 derniers jours, on nous a appelé à 3 h. 3 h du matin. C'est quand même très prenant. Les premiers jours, bon, on n'y fait pas. Le premier jour, on ne fait pas trop attention parce qu'on est frais. Mais au bout de 4-5 jours de déneigement avec la neige qui tombe sur le pare-brise, on a les yeux qui piquent. Et quand on se lève pendant une semaine ou 15 jours, voire même plus, à 3 h ou à 2 h du matin et qu'on se lève à 20 h, c'est quand même très pénible. Pour les hommes en orange, un seul objectif, rendre les routes praticables au plus tôt. Après une première passe qui dégage la route côté parois, le chasse-neige nettoie le passage en sens inverse. Il lui faut une certaine vitesse pour faire basculer la neige au-dessus du pont. Ici, le moindre dérapage est fatal, et c'est la chute dans le vide, 100 mètres plus bas. En partant à 3 h, on n'a pas trop de circulation, mais au-delà de 6 h du matin, là, la circulation, c'est très, très prenant. On est obligé d'anticiper les gestes des gens qui arrivent en face. On n'a pas le droit à l'erreur, surtout avec les engins qu'on a maintenant.
Les coups de pompe, c'est le matin, quand on part à 2-3 heures, c'est le matin à 6h30, 7h. Quand on sait que le travail est presque fini, que les routes sont ouvertes, là, on prend un coup de pompe, c'est le coup de pompe du matin. Dans les gorges, le gros danger, c'est la glace. Lorsque le gel et dégel se succèdent, les glaçons poussent d'1,50 m par jour et certaines stalactites pèsent jusqu'à 800 kg. Les coulées de glace ne sont pas toujours accessibles. Alors il faut les purger avec la méthode la plus efficace. Oh! Qu'est-ce que tu dis? Ouais! Tu continues, toi? Bah, tu passes là, que ça tu finis de nous casser les glaçons? Salut! Le déneigement, c'est primordial déjà. Hein. Si on n'enlevait pas la neige et tout, on n'arriverait plus à passer à certains endroits. C'est un très grand luxe. En entretien, ça coûte très cher. On consomme à peu près entre 2000 à 2500 tonnes de sel par hiver. Et on constate qu'en répandant du sel sur la route, on améliore les conditions de circulation des gens qui viennent dans les Alpes. Ces gens-là refusent l'équipement parce qu'ils partent de chez eux avec une route noire et ils veulent la voir noire jusqu'à la station. C'est pour ça que le déneigement et le salage revient très cher à l'usager. Une flotte importante d'engins sillonne les routes du Vercors. Le fait est que malgré ces moyens importants, la viabilité hivernale reste une affaire difficile. C'est embêtant parce que bon, ben, c'est toujours tout à refaire, quoi. On s'embête à ouvrir, on n'a pas aussitôt ouvert que ça reneige derrière et il faut tout recommencer. Autrefois, on circulait peu en hiver et les villages restaient isolés. Âgé de 90 ans, Paul Faravelon se souvient. C'était pas souvent que c'était déneigé. Ah, mais quand j'étais au Colombe, je ne déneigeais pas du tout. Je descendais en Saint-Jean en ski ou à cheval. Bien souvent, il faisait moins 12, moins 15. Hein. Et des fois même moins. Le premier chasse-neige qu'on a eu, c'était un Caterpillar qui appartenait au Baracan et équipé d'une étrave. On voyait à peu près un engin qui avait servi la guerre de 14 pour combattre les Russes. Je ne sais pas où c'est qu'ils avaient récupéré ça. C'était une vraie usine électrique. Oh là là. Il fallait que ce soit déneigé au moins les samedis, les dimanches, etc. pour commencer d'amener du monde à Fondurle. Si le déneigement des routes est devenu essentiel pour l'accès aux stations de ski, au tourisme et à son industrie, il ne faut pas pour autant oublier les activités économiques du pays. La forêt a toujours été la principale ressource du Vercors. C'est d'ailleurs pour sortir le bois du massif que dès 1850 furent ouvertes les premières routes. Bien avant que les routes ne soient construites,
On évacuait le bois en le faisant glisser dans les falaises. Pour le transporter, on le transformait aussi en charbon de bois. Petit-fils de charbonnier venu d'Italie, Émile Locatelli a toujours été un homme du bois. C'est à la Balme de Rancurel que l'on retrouve le père des grumiers. De la Balme, nous on était assez nombreux, entre mon frangin, mes neveux, qu'est-ce que vous voulez, sur Villard-de-Lans, sur Corançon, Pontin-Royan. Mais rien que je vois chez mon frère, ils ont eu jusqu'à 5-6 camions, rien que là, chez mon frère, là. Et j'ai commencé, même avec mes neveux, j'aurais même pris à conduire à mes neveux, que même mon frère, il voulait pas qu'ils conduisent parce qu'ils n'avaient pas leur permis. Et comment je les faisais conduire. Ils apprenaient à conduire. J'étais toujours pas fier, hein, des fois. Mais maintenant, j'aurais pas peur d'eux. Je suis même heureux d'aller avec eux. Parce que vraiment, c'est des bons. Ils savent mener leur camion. Ils montent avec leur camion comme si soi-même on montrait qu'une 2 chevaux dans les gorges. Ils descendent chargés, c'est pareil, comme s'ils avaient une 2 chevaux. Ils ont confiance à leur matériel et ils sont habitués, ils connaissent les virages, ils connaissent tous les points de vue, tous les défauts de route, ils connaissent tout le long de la route, ils connaissent de partout. Les gorges, elles passent bien, super bien, sauf que pour moi le plus mauvais c'est l'encorbellement qui va venir. C'est celui que j'ai mis plus longtemps à comprendre comment il fallait le prendre. Bien passer pour bien faire racler la remorque. On va faire raser un maximum la falaise à l'entrée. Tu vas bien le chercher là, je vais bien aller le chercher loin. Là. C'est là où tu es en litige, tu ne sais pas si tu vas mettre la grue dans les rochers ou pas. Hop, bois qui touche, c'est normal. Quand j'ai commencé à rouler, moi je faisais la route. Ça faisait 5 ans que je faisais la route, je disais ouais, je sais conduire, hein, je suis un bon. Quand j'ai commencé à aller prendre les grumes, j'ai dit mais je suis nul, hein. Je sais pas conduire. Hein. Il a tout pas lui apprendre à conduire. Les grumes c'est un boulot, tu en apprends toujours. Hein. Toutes les années, tous les jours tu en apprends. Rien du tout maintenant faire les grumes envers les routes qu'il y avait avant. Où c'est qu'on chargeait, les routes étaient plutôt mauvaises, pas dures comme maintenant, pas empierrées. Et puis à l'époque, c'était un métier dur. On passait, on était là avec le volant. On était là, qu'on regardait, on faisait ça, on ne savait pas, tirer à gauche, ça passait pas, tirer à droite, on était là, des petits coups de volant comme ça pour pouvoir passer au milieu du tunnel. Puis c'était très étroit, c'était très juste, très juste. C'était un vrai cinéma pour passer des grumiers. Ça frottait les roues, ça frottait ici, ça frottait là, frottait dessus. Il y avait passé une moto à l'époque, le jour que j'étais dans les rochers. Pour faire passer le gars en moto, on l'a fait passer sur le parapet, il faut le faire déjà. Hein. La moto, hein, sur le parapet, la moto. Et on tenait de chaque côté. Lui, on le tenait, qui menait la moto, on l'a fait passer comme ça. Oh, c'était tout un problème. Hein. Moi, c'est dommage parce que bon, j'ai décroché, j'ai pas eu le plaisir de rouler avec des routes agréables comme il y a maintenant. Hein. Maintenant, on a quand même une belle route. Hein. Les 2 tunnels qu'ils ont fait là, avant d'arriver à Goutte Blanche, c'est l'Amérique maintenant, ces tunnels-là.
La route des gorges de la Bourne, c'est 23 kilomètres de virages successifs, de tunnels, d'encorbellements et d'obstacles. 800 mètres de dénivelé que ces rois du macadam avalent en 1 heure. L'art du virage coulé du frein moteur prend ici tout son sens. À peine tournée la page blanche de l'hiver et ses dures séquelles, que se réveille l'entrepreneur et que les chantiers se mettent en route. Chaque projet d'aménagement fait l'objet d'une réflexion avec la commission des sites. L'habillage en pierre des murs de soutènement et de certains piliers, mais aussi la construction admirable de ces kilomètres de parapets en bord de précipice, qui font appel aux techniques ancestrales et font honneur au passé. Élargir sans détruire le caractère des routes, une façon de rendre hommage aux premiers constructeurs. Ah, je la connais, la route de Comblaval, centimètre par centimètre. D'ailleurs, tous les élargissements de route, là, ça a été pareil, ça a tout été sous ma surveillance. J'ai commencé aussi à entretenir la route telle qu'elle était, parce que de 36 à 38, c'est une route qui faisait 3,50 m de large, c'est tout, Comblaval. Et alors, en 38, l'administration, enfin le département, s'est décidé à faire élargir. Il y avait 3 chantiers, 3 entreprises sur 3 km, vous voyez, depuis l'entrée des encorbellements jusqu'au col de la machine. Il y avait déjà des compresseurs, mais enfin, il n'y avait ni tractopelle ni rien, les matériaux étaient chargés à la main. Chargé à la main, c'était tout évacué à la main. Chargé sur un camion, sur des brouettes, n'importe. Le gazogène s'essouffle vite le long de ces rampes rudes sur des routes en très mauvais état. Enfin, on s'en était assez bien tiré en 38. Il n'y a pas eu d'accident, il y a eu des bricoles, mais pas eu d'accident mortel. C'était déjà pas mal. Tandis que les eaux et forêts, eux, quand ils ont construit, ils ont eu 6 morts. Ils n'ont jamais retrouvé. J'ai entendu raconter ça par mon père qui a vu construire alors, par les eaux et forêts. Quand les eaux et forêts ont fait le tracé, ben, ils avaient fait un sentier, eux, pour y aller. Mais après, ils se suspendaient par des cordes pour faire le tracé. Comme les premiers coups de mine qui ont été faits par les eaux et forêts, je le dis bien. En ce milieu du XIXe siècle, pour désenclaver le Vercors, l'homme décida de forcer les falaises. La première route du vertige, les Grands Goulets, allait voir le jour. Cahier des charges, tailler 1388 mètres de route dans la muraille. Un défi démesuré pour l'époque. C'est dans un encaissement prodigieux que le bout de feu plaçait la charge de poudre noire. Après avoir allumé la mèche, il se contentait de donner un coup de pied au rocher pour s'éloigner de l'explosion. Il recommence autant de fois que cela est nécessaire pour se faire une place et que la brèche accueille plusieurs ouvriers. Poudre humide, mèche mal serrée, les charges ne partaient pas toujours au moment voulu. Les passages naturels retiennent l'attention des ingénieurs, ils facilitent les déplacements et permettent d'ouvrir plusieurs chantiers à la fois.
Sans aucune règle de sécurité, les ouvriers affrontent le vide. Il est encore loin le temps des compresseurs. Et ici, chaque parcelle de roche arrachée à la montagne se fait à la main. À une époque où la pauvreté fait rage, travail et sueur ne valent pas bien cher. Hormis les journaliers que fournissent les communes du canton de La Chapelle en Vercors, la plupart des ouvriers sont des travailleurs immigrés venus d'Italie. Dynamiteurs, piocheurs, terrassiers, ingénieurs, l'histoire n'a gardé d'eux que le strict minimum. Des chiffres de décès lorsque survenait un accident. Mais les coups inscrits dans la roche sont autant de signatures, une sacrée dose de courage, de savoir-faire, mais aussi de folie. Après 10 ans d'acharnement, en 1854, la route des Grands Goulets est enfin ouverte. D'autres suivront. Ce que nous ont laissé les bâtisseurs d'hier force au respect. Mais il est évident que les besoins ne cessent d'augmenter. Reste à savoir jusqu'où peut-on se permettre de tailler les falaises sans effacer le caractère de ces routes. Le futur appelle déjà à une mise au gabarit supérieur. Comment concilier cette nécessité avec celle de préserver un patrimoine culturel et touristique aussi géant? Là se trouve le prix du vertige.